Michel Lepetit, un des vice-présidents de Choc de Cédric. Je suis très heureux d'accueillir Bernard Perret parmi nous. Bernard est un ami. Et en fait, on s'est posé la question depuis assez longtemps au Shift. On vous tanne tout le temps sur l'énergie, les chiffres, voilà. La productivité. Mais on vous parle aussi du PIB et de la croissance économique tout le temps. Et il nous semblait intéressant d'avoir un regard plus socio-économique, sur ce sujet de la croissance économique, de la productivité, et du PIB. Donc, voilà, donc on a demandé à Bernard s'il était d'accord pour venir et il a accepté. Donc je suis très heureux que Bernard soit parmi nous. Bernard est un ingénieur de formation, hein. Il est passé par l'INSEE, après avoir fait une grande école qui m'est chère aussi. Et donc il parle de chiffres et on peut compter sur lui. Il sait compter, on peut compter sur lui. Et Bernard s'est de tout temps intéressé à ces sujets de la socio-économie, avec de très nombreuses publications. Donc Bernard a fait quasiment toute sa carrière dans l'administration. Il est d'ailleurs toujours dans l'administration. Il a fait un petit passage intéressant par le journal La Croix, où il était responsable du département économie à La Croix pendant quelques années. Et puis il a fait une carrière à Paris, hein, dans les ministères, à Bercy, comme conseiller de politique. Et il a écrit beaucoup de livres. Je vous en recommande un, on va en parler d'un autre, là, mais je vous en recommande un que j'ai lu, moi, c'est là que j'ai découvert Bernard Perret. Le titre est un peu, enfin bon, je suis pas trop d'accord, le titre est un peu bizarre, ça s'appelle « Le capitalisme est-il durable ?» Vous pourrez le prendre, c'est pas un révolutionnaire, hein, Bernard, il a des idées quand même très arrêtées, mais c'est pas un révolutionnaire. Par contre, le titre, derrière le titre, vous avez un bouquin qui est juste passionnant, qui vous décrivait déjà à l'époque, je ne sais plus quelle année c'était, 2009, il vous décrivait déjà les problèmes qu'on allait connaître sur l'évolution de notre système économique et les contraintes auxquelles nous nous sommes confrontés. Alors les idées de Bernard évoluent, hein, il a travaillé sur plusieurs sujets, et là, son dernier opus a fait qu'on a voulu qu'il vienne nous rejoindre, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation », qui est cette thématique que tout le monde connaît, c'est le PIB, la croissance, c'est bien, mais tout le monde dit qu'il faut sortir de ce paradigme, et on voit apparaître effectivement de nouveaux paradigmes où on sort du marché traditionnel, de la valeur ajoutée, du calcul économique pur, de la productivité, avec beaucoup de choses, beaucoup de signaux, faibles ou forts, autour de cette démarchandisation. Le Shift proposant une transition, ça nous semblait normal que quelqu'un comme Bernard puisse venir vous parler, vous expliquer ce qu'il a vu et ce qu'il a mis dans son petit livre. Et avant de lui passer la parole, c'est sûr qu'à titre personnel, moi ça pose deux questions que j'ai déjà évoquées, j'espère qu'il va forcément en parler. Ça pose deux problèmes de fond pour moi, qui reviennent sur les questions du Shift. Il y en a une première, c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est est-ce que cette démarchandisation n'est pas qu'un signal fort, ou plutôt un signal voilé, de la désinflation massive, dont on vous parle aussi assez souvent, notamment avec Gaël. Vous savez que Gaël évoque ce risque fort de désinflation. Il l'évoque depuis plusieurs années, ça a donné lieu à plusieurs projets qu'on a déclenchés au Shift. Par exemple, SFTE, c'était un projet pour éviter la désinflation et l'effondrement des prix auxquels on pourrait être confronté. On a des signaux forts de désinflation partout dans le monde, et un des signaux que vous voyez, par exemple, c'est les taux d'intérêt qui sont passés négatifs maintenant dans un quart des dettes souveraines dans le monde, donc c'est des signaux quand même qu'on devrait regarder, et des baisses des prix sur beaucoup de secteurs. Est-ce que cette démarchandisation dont Bernard va vous parler, avec par exemple du blabla, enfin, oui, prenons par exemple Uber, hein, qui est un bon exemple, est-ce que la baisse des prix du taxi, est-ce que c'est sans doute beaucoup de services, mais est-ce que c'est pas seulement une baisse des prix, voilà, et avant tout. Et puis la deuxième question, alors là, la deuxième question, elle est sur la table, parce que ça rejoint un sujet que vous connaissez bien et qu'on évoque souvent, qui est la fiscalité, parce qu'on le prend sous l'angle souvent de la fiscalité écologique, mais le sujet de la fiscalité, du rôle régalien de l'État, tous ces nouveaux modèles qu'on voit, parfois passent à travers de la fiscalité. C'est tellement vrai que vous avez vu le rapport qui est sorti la semaine dernière, hein, parce que l'État s'en inquiète de voir toute cette masse maintenant d'activités qui est défiscalisée, entre guillemets, mais souvent qui est juste une évasion fiscale, ou qui ressemble à l'évasion fiscale. Est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est moins que ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'État de voir soudain des pans entiers d'activités qui rejoignent le troc sans passer par la case de la fiscalité? Et donc, à titre personnel, moi ça me concerne, parce que vous savez ou vous ne savez pas, je passe beaucoup de temps sur l'histoire économique. Et pour moi, l'histoire économique, c'est clairement, il y a 1000 ans, l'apparition d'une économie très développée, qui se base sur un système productif très fort, de plus en plus puissant, et qui notamment naît avec la fiscalité. Et l'État naît avec cette fiscalité autour de cette économie qui se développe. De voir aujourd'hui, en 2016,
ce débat très très profond sur est-ce qu'on va laisser développer une économie du troc, je pense que c'est une des questions que Bernard va évoquer avec nous ce matin, et je le remercie encore beaucoup. Bernard. Merci. Merci Michel. Alors je vais vous faire une présentation. Il faut, comment dire, on pourrait regarder ça comme une espèce de maquette, un modèle conceptuel pour essayer de capturer une vision un peu synthétique de la situation dans laquelle se trouve notre système économique, confronté aux contraintes écologiques, mais également à tout un ensemble d'autres chocs qui sont en train de le transformer assez profondément. Et le fil conducteur de cette analyse, enfin l'hypothèse sous-jacente, c'est l'idée d'une remise en cause profonde du rôle du marché, d'une altération assez structurelle de la place des mécanismes de marché dans l'économie. Donc, je vais parler d'abord des concepts de marchandisation et de démarchandisation, ensuite montrer que le déclin de la croissance auquel on assiste est un phénomène structurel qui peut s'interpréter par rapport comme un épuisement du processus de marchandisation des besoins sociaux, montrer qu'un certain nombre d'émergences de pratiques, d'innovations, d'hybridation de la logique marchande peuvent s'interpréter en référence à cette situation. Et je terminerai par des questions plus politiques. Comment est-ce que les pouvoirs publics, les politiques publiques pourraient s'emparer tenir compte de cette situation. Alors, je vais commencer par parler de la marchandisation, avant de parler de la démarchandisation. Je prends parti j'adopte une vision extensive et large de la démarchandisation, comme la convergence de trois processus distincts. D'une part, l'extension, l'unification et la libéralisation des marchés, à travers la mondialisation, et puis également l'intensification de la concurrence, par exemple sous l'effet des règles européennes, etc. La libéralisation du marché du travail, dont on voit encore des projets qui vont dans ce sens. Deuxièmement, la monétarisation de l'échange social, le fait que l'argent joue un rôle plus important comme médiation, comme processus, comme critère de reconnaissance. On pourrait prendre l'exemple du sport, des médias, etc. Et puis la financiarisation, qu'on pourrait définir comme la marchandisation des titres de créance et de propriété. Alors bien entendu, le marché étant une institution, tous ces processus sont, c'est le côté dialectique de la chose, sont aussi liés à des politiques de dérégulation ou de régulation de l'économie. Alors, ce processus de marchandisation, on peut dire, il est dominant à l'échelle de plusieurs siècles, et il est encore en cours. On voit encore aujourd'hui des mesures, des évolutions qui vont dans le sens d'un approfondissement de cette marchandisation. Néanmoins, on assiste à une contre-tendance qu'on peut qualifiée de tendance à la démarchandisation. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tendances à la démarchandisation qui contrebalancent la tendance à la marchandisation. Dans la littérature socio-économique, il y a des références célèbres, principalement Karl Polanyi et Esping Andersen. Surtout, je parlais surtout de Karl Polanyi, qui a montré dans un livre qui est un grand classique de la socio-économie, comment l'hyperlibéralisme des années 30, de l'avant-seconde guerre mondiale a été en quelque sorte réencastré dans des fonctionnements sociaux et politiques plus dirigistes après la Seconde Guerre mondiale, à travers notamment la création des systèmes de protection sociale, qui a abouti à une forme de démarchandisation au sens où ces systèmes ont réduit la dépendance des individus vis-à-vis du marché. Alors, j'adopte pour ma part un sens plus large du
terme de démarchandisation. Je parle de démarchandisation au sens d'altération du caractère marchand de l'économie, à travers des phénomènes de segmentation des marchés, de démondialisation, de relocalisation, on pourrait dire, de normalisation technique, de réglementation, mais aussi, et c'est là où c'est plus nouveau, des phénomènes de coproduction, de partenariat, de mutualisation, de prégnance d'autres formes d'évaluation des biens qui font émerger finalement d'autres logiques d'échange qui se surajoutent, qui se combinent avec la logique marchande. Alors ces nouvelles formes de la démarchandisation, ce sont on va y revenir, mais des phénomènes de démonétarisation, par exemple les échanges gratuits sur Internet, typiquement, le développement de certaines formes de troc, la gratuité, on peut penser à Wikipédia, les phénomènes de mutualisation avec l'économie collaborative, donc des phénomènes de relocalisation qui sont encore discrets, mais avec la régionalisation de l'économie et puis à une toute autre échelle les phénomènes d'agriculture de proximité, etc. La prise en compte du non monétarisable, c'est-à-dire l'obligation dans laquelle se trouve un certain nombre d'acteurs économiques de dépenser pour produire des biens non monétarisables, à travers, et notamment, des externalités environnementales, à travers la prise en compte des déchets, par exemple, je prends cet exemple, ou de la lutte contre la pollution, et puis également avec la montée des questions de sécurité. Autre phénomène qu'on peut rattacher à des marchandisations, l'émergence d'évaluations non monétaires à travers les nouveaux indicateurs de richesse, on y reviendra, et puis la responsabilité sociale et environnementale. Et puis, pour finir, donc, des nouvelles combinaisons de concurrence et de coopération qui se concrétisent par ce que j'appelle des modèles d'affaires et des organisations hybrides, dont je donnerai quelques exemples. Alors, ces phénomènes peuvent s'analyser comme l'indice d'un déport de la demande sociale vers des valeurs d'usage non circulantes. Voilà, ça c'est l'affirmation un peu conceptuelle, ce que j'appellerais des non-marchandises, c'est-à-dire il y a des ressources et des biens qui doivent être pris en compte et qui s'intègrent dans le circuit économique, mais qui sont des ressources et des biens qui ne sont pas évalués à travers le marché, mais à travers d'autres processus sociaux de reconnaissance de la valeur, typiquement quand on fait une évaluation environnementale en fonction de normes et d'objectifs qui ne sont pas des objectifs monétaires, mais des objectifs formulés en termes physiques, par exemple. Et tout ça intervient dans un contexte marqué par la montée de doutes sur la viabilité et les vertus de la croissance, avec les débats sur la décroissance, sur les limites du PIB, etc. Alors, la croissance, venons-y. Ça, c'est un graphique que tout le monde doit avoir présent à l'esprit. C'est le déclin continu du taux de croissance depuis 1950 dans notre pays. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent ça c'est la France, mais regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe aux États-Unis, etc. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans une discussion très détaillée de ce point, mais mon analyse, c'est que on n'a pas affaire à un phénomène franco-français. C'est-à-dire que même s'il y a des pays où le profil est moins net, on assiste bel et bien à un épuisement du processus de croissance, parce que si on prend l'exemple des États-Unis, on voit que cette croissance qui s'est maintenue mieux que chez nous, elle s'est maintenue au prix d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'accroissement des inégalités, dans un contexte aussi démographique et spatial qui est différent, etc. Bref, on pourrait y revenir. Et en tout cas, l'analyse que je fais, et en tout cas, la question de l'épuisement de la croissance, elle est suffisamment sérieuse pour que même des économistes américains se la posent. Vous avez peut-être entendu parler des travaux d'un certain Gordon qui s'est posé la question d'un épuisement du processus d'innovation pour expliquer le ralentissement de la croissance. Alors l'analyse que je développe, c'est qu'en fait, il s'agit d'un épuisement du cœur du réacteur de l'économie capitaliste, à savoir le mécanisme de transformation des besoins en marchandises et en profits financiers. Alors, cet épuisement du cœur du réacteur, je voudrais le montrer simplement à travers 3 exemples, 3 illustrations. Premièrement, on
peut prendre l'exemple de la santé ou des services sociaux, le développement de services collectifs à caractère relationnel et ou communicationnel, qui prennent, on le sait, un poids absolument très, très important dans l'emploi et dans l'économie. Or, si on regarde par exemple typiquement l'amélioration de la qualité de vie dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, bon, voilà typiquement une utilité qui est, que nul ne contestera qu'elle soit bonne pour la société. Néanmoins, ça n'est pas véritablement une marchandise au sens où ça n'est pas un bien substituable, ça n'est pas un bien qui va circuler, ça n'est pas un bien à partir duquel on va pouvoir générer une spirale vertueuse d'augmentation de la productivité et des profits. C'est, si on veut, un cul-de-sac du développement en termes de développement capitaliste. Si on prend maintenant l'exemple d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on voit qu'elles ont pour effet de faciliter des formes d'échange pair à pair, gratuits, etc. Je suis en train actuellement de faire une mission dans le cadre de mon travail sur les éco-contributions que doivent payer les entreprises de presse, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de responsables des syndicats de la presse, et le constat est absolument sans discussion. Je veux dire, ils perdent 5% de chiffre d'affaires sur le papier chaque année, et pour l'instant, il n'y a pas de modèle d'affaires alternatif, c'est-à-dire que toutes les tentatives pour gagner de l'argent sur Internet échouent. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle dans lequel Internet donne la possibilité à des gens d'échanger gratuitement et de mettre gratuitement de l'information à disposition des autres. Donc on est dans un système qui facilite en quelque sorte la fuite de la valeur en dehors du circuit marchand. Et on pourrait prendre d'autres exemples liés à l'effet des nouvelles technologies, notamment le fait qu'elles produisent souvent des effets qualité, des améliorations de confort ou de la qualité de l'information, mais sous forme de biens et de formes d'utilité qui ne sont pas forcément monnayables. Par exemple, si on prend l'exemple de la SNCF qui donne la possibilité d'acheter des billets sur Internet, etc. Bon, c'est évidemment un plus parce que ça évite aux gens de faire la queue dans les guichets à la gare, mais ça ne permet pas pour autant à l'entreprise de faire payer les billets plus chers. Et puis enfin l'environnement, c'est-à-dire la prise en compte obligée des externalités et des biens communs environnementaux. Le fait qu'on soit obligé de dépenser de plus en plus d'argent pour produire un certain type de biens comme la protection de la biodiversité, la protection du climat, la réduction de la quantité de déchets, la protection de l'eau, de l'air, etc. Et que tous ces biens, ce sont fondamentalement des biens communs, des biens non monétarisables. Et donc tout ça, évidemment, ça se traduit aussi par une forme de fuite en dehors du circuit marchand. Et tout ça, ce sont des phénomènes qui sont étroitement liés à un phénomène que les économistes connaissent bien, qui est la baisse apparente de la productivité des facteurs. Mais baisse de la productivité qui ne résulte pas, à mon avis, d'une diminution de l'innovation, d'un ralentissement de l'innovation, mais du fait que cette innovation se traduise par la création de biens non monétarisables. D'où une hypothèse de recherche qui est que le potentiel de développement des pays anciennement industrialisés se trouve dans les marges de l'économie de marché, dans des formes d'hybridation entre la logique marchande et d'autres logiques sociales. Alors, second temps de mon exposé, un certain nombre d'initiatives et d'innovations peuvent s'interpréter dans cette perspective. Et c'est ce qu'on voit à travers ce que j'appelle des modèles d'affaires et des organisations hybrides, c'est-à-dire des activités marchandes qui mobilisent des ressources sociales, par exemple ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire les réseaux, la confiance, les normes et les institutions, et qui produisent des biens, enfin en partie des biens non monétarisables. Et modèles d'affaires et organisations dont l'efficacité repose sur des formes de coopération et de coproduction, c'est-à-dire plus uniquement sur la concurrence et sur l'intérêt, mais sur des formes de motivation et de plus complexes, et dont les résultats sont évalués à l'aune de critères non exclusivement marchands. Alors, principaux exemples, l'économie sociale et solidaire,
je vais détailler après différents points, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et l'économie collaborative. Alors, ce sont des choses, c'est un peu un inventaire à la Prévert, c'est des choses très différentes, mais on peut leur appliquer cette grille d'analyse et montrer qu'on a dans chaque cas des formes d'hybridation de la logique marchande. Alors, l'économie sociale et solidaire, ce sont par exemple les entreprises d'insertion, toutes ces choses-là, ce sont des entreprises qui mobilisent à la fois, évidemment, du capital financier et du capital manufacturé, mais qui mobilisent aussi des bénévoles, c'est-à-dire du capital social, des associations qui les soutiennent, et puis qui mobilisent éventuellement des ressources publiques. Donc on a une hybridation des ressources, et on a une production qui est une production marchande, éventuellement, mais aussi une production d'externalités sociales à travers l'insertion de personnes en difficulté, à travers une contribution au développement local ou à travers le renforcement du lien social. Et puis, on a généralement un fonctionnement coopératif. Alors, on peut illustrer ça par le développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui ont tenu un congrès il y a quelques jours où j'étais invité et qui sont en plein développement puisqu'il y a 500 SCIC, donc fin 2015, alors que c'est un statut qui a été créé en 2012. Alors l'économie circulaire, vous connaissez tous ce qu'est l'économie circulaire, donc au sens réduit, c'est l'optimisation des cycles de matière et d'énergie avec la réduction des intrants, le recyclage des matériaux, l'allongement de la durée de vie des biens, l'écologie industrielle. Et au sens large, c'est l'optimisation de l'usage social des biens à travers le réemploi, la réutilisation, la réparation, la mutualisation, avec un enjeu social qui est bien sûr l'éco-conception des produits. Et alors, là où je veux en venir, c'est que j'ai fait un rapport dans le cadre du ministère sur le développement de l'économie circulaire, et ce qui m'a frappé, c'est qu'à travers la problématique de l'économie circulaire, on voit émerger un besoin accru de coopération au sein des filières productives. Alors, il y a des formes de coopération qui sont bien connues, c'est la symbiose industrielle, quand des entreprises sur un même site mutualisent des ressources ou s'organisent pour que l'une utilise les rejets, les déchets de l'autre. Ça, c'est une forme un peu quand même assez minoritaire, mais de façon beaucoup plus générale, on voit qu'au sein des filières productives, les entreprises sont obligées de s'organiser pour mettre en place des systèmes de responsabilité élargie du producteur avec le financement d'éco-organismes pour recycler les produits et sont obligées de plus en plus de se préoccuper de la pérennité des ressources, de la pérennité des matières premières et donc d'avoir des formes de coopération avec les sous-traitants ou même entre entreprises pour finalement coopérer autour de la problématique de la rareté et de la réduction des externalités environnementales. Et puis enfin, tout ça, c'est aussi en termes de production, si on veut, on voit que toutes ces organisations, elles sont explicitement orientées vers la réduction des impacts environnementaux, et pas seulement ça, mais également elles répondent aux besoins des utilisateurs de produire des utilités non marchandes, typiquement l'allongement de la durée de vie des biens. C'est-à-dire qu'il y a une demande des consommateurs d'avoir des biens qui durent plus longtemps, qui sont éventuellement plus faciles à mutualiser, qui ont d'autres usages. C'est-à-dire qu'il y a des logiques d'usage qui viennent en quelque sorte se surimposer à une logique uniquement marchande où les entreprises, elles visent simplement à maximiser le volume de leurs ventes, etc. Alors l'économie de la fonctionnalité, bon, vous savez tous ce que c'est, l'utilisation des biens matériels comme support de service avec des exemples connus, Vélib, Autolib, Xerox, Michelin, etc. Donc des modèles d'affaires centrés sur l'usage optimal des ressources matérielles pour produire des services et des réponses globales à un besoin, par exemple le besoin de mobilité dans une agglomération ou le besoin d'impression et de reproduction dans une entreprise. Elle se traduit par des relations symbiotiques entre prestataires, donneurs d'ordre et usagers, c'est-à-dire que quand Deco
les relations entre deux co, la mairie de Paris et les usagers, on voit que ce sont des relations symbiotiques. C'est pas simplement, on n'est pas typiquement dans un processus uniquement marchand, au sens où il y a des formes de dépendance mutuelle. D'abord, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée et dans laquelle les utilisateurs sont quand même mobilisés à travers leur civisme, à travers le fait qu'ils n'augmentent pas le taux de déprédation des biens, etc. Et puis donc, il y a une prise en compte entre le donneur d'ordre et le prestataire de leurs intérêts mutuels. Avec donc des formes de mobilisation du capital et de compétences des usagers qu'on retrouve par exemple dans l'exemple de Michelin, où Michelin contribue à la formation des conducteurs pour qu'ils réduisent l'usure des pneus. Donc ce sont des modèles qui sont conçus évidemment en fonction de nouvelles attentes et de nouveaux besoins sociaux, de nouveaux besoins des consommateurs, mais qui sont conçus aussi pour réduire les impacts environnementaux. Alors l'économie collaborative, on peut évidemment se demander si on a affaire à un processus d'hypermarchandisation ou de démarchandisation. Suivant les cas, on répondra différemment. Donc il y a des ressorts économiques et des motivations très contrastées entre Uber, Blablacar, Wikipédia, les Repair Café. Tout ça, c'est évidemment très différent. Ce qui est en général le point commun, c'est qu'on a un rôle décisif d'Internet et un développement de l'échange pair à pair. Or, l'échange pair à pair, implique d'une manière ou d'une autre une logique de coproduction et de mobilisation du capital social. C'est-à-dire que le consommateur est en quelque sorte sollicité pour apporter sa capacité relationnelle, sa capacité à dealer, à communiquer, etc. Et on a aussi éventuellement des productions d'externalités sociales et environnementales, au moins dans certains cas. Par exemple, Blablacar met en avant et justifie son modèle par le fait que ce type de service réduit les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité et de l'économie collaborative, on peut dire que tous ces modèles participent d'une logique de dématérialisation, de recherche d'un usage optimal des ressources physiques et de démarchandisation. Il s'agit de produire plus de services et d'utilités en minimisant les flux de matière et d'énergie, en privilégiant l'usage et l'accès sur la propriété et en prenant en compte l'utilité, la rareté, par-delà la valeur marchande. Et on peut dire que c'est une forme de déconstruction de l'unité de la valeur économique. On peut ajouter à ça de manière plus connexe, en quelque sorte, toutes les tentatives de réencastrement de la finance, du capital et de la monnaie à travers la responsabilité sociale des entreprises, l'épargne socialement responsable, les projets de constitutionnalisation de l'entreprise ou encore les monnaies locales. Alors, je vais terminer maintenant par 2 slides sur les politiques publiques, c'est-à-dire que doivent faire les pouvoirs publics. Alors, avant ça, je vais répondre à une première question qu'avait posée Michel, c'est-à-dire le lien avec la désinflation. Alors, et bien sûr, il y a une relation très forte entre ce que j'appelle démarchandisation et la désinflation. Simplement, moi, au moins dans un certain nombre de cas, j'analyse la désinflation comme, en quelque sorte, une perte dans le circuit marchand. C'est-à-dire, on pourrait avoir une image, une métaphore très simple d'un circuit hydraulique quelconque, et puis il y a des fuites, il y a des choses qui se mettent à circuler dans un circuit invisible, qui est un circuit bis en quelque sorte, et apparemment le circuit A, lui, a tendance à décliner, évidemment, et ça peut apparaître à travers des phénomènes de baisse de prix, de baisse de la demande, de désinflation, etc. Mais évidemment, ça n'est pas la même chose. Enfin, la grille d'analyse qu'on applique, si on se contente de dire c'est de la désinflation, ou si on essaye de voir que derrière tout ça, il y a quelque chose de plus structurel, qui est qu'un certain nombre d'éléments d'utilité, finalement, se mettent à circuler en dehors du circuit de l'économie monétaire. En tout état de cause, évidemment, ça pose un problème pour les pouvoirs publics, qui est le problème de la fiscalité. Comment est-ce qu'on finance les biens, les services publics, etc. Bon, je vais y revenir. Néanmoins, il me semble qu'il
il y a quand même lieu pour les pouvoirs publics de se poser la question aujourd'hui, si cette analyse qui conduit à dire la croissance va ralentir et le ralentissement de la croissance est un phénomène structurel, durable, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on continue à faire du développement social, à améliorer le niveau de vie des gens dans ce contexte? Alors l'une des réponses, évidemment, c'est de se poser la question de la réduction des besoins monétaires, et en particulier des besoins monétaires des plus pauvres. Alors ça passe par des mesures qui ont déjà été la plupart discutées d'une manière ou d'une autre, la tarification progressive des biens et services essentiels de l'eau et de l'électricité pour favoriser les petits consommateurs et réduire le coût d'entrée et en revanche décourager les gros consommateurs. Ça passe par des mesures de réduction des dépenses contraintes, toutes les dépenses liées, par exemple, quand on achète un logement aussi, aujourd'hui, il y a de plus en plus de coûts qui s'ajoutent, etc. Et ça, on pourrait se poser la question de savoir comment réduire ces dépenses. Et puis, il y a peut-être des questions sur la limitation de la publicité pour inciter les gens à mieux vivre et à se préoccuper de leurs besoins vraiment essentiels. Alors, autre aspect, allonger la durée de vie des biens à travers les durées de garantie, à travers des normes de réparabilité, de standardisation des composants. C'est extrêmement important, il y a un champ d'action colossal. Encourager la mutualisation, les échanges entre pairs et l'autoproduction. Par exemple, il y a eu un rapport qui a été fait dans notre conseil au ministère là, sur les pratiques d'autoréhabilitation et d'autoproduction, les jardins collectifs, etc. On pourrait parler aussi des circuits courts agricoles, ce sont des choses qui pourraient être encouragées, enfin, en tout cas on pourrait évaluer l'intérêt de les encourager. Et puis des mesures visant à faciliter la vie sans voiture à travers l'urbanisme, les services collectifs, les commerces ambulants, le téléachat avec livraison, etc. Et plus radicalement, donc, comment promouvoir un développement social découplé de la croissance marchande. Alors, le thème de la réduction du temps de travail est complètement plombé par les effets pervers de la loi Aubry, donc il ne faut pas trop y revenir. Néanmoins, on peut quand même penser à des formes d'aménagement du temps de travail qui facilitent la pluralisation des activités, notamment pour les plus de 50 ans. Moi, je plaide pour, à travers les pré-retraites et les retraites actives, je plaide pour le développement d'une politique pour la tranche de vie 50-70 ans où on encourage, on facilite la possibilité pour les gens de se consacrer à des tâches de développement de l'échange social, à des tâches d'utilité sociale non marchande, parallèlement dans la phase qui est la fin de leur phase d'activité. Donc développer des nouveaux indicateurs de richesse et leur utilisation comme critère d'évaluation des politiques publiques, c'est l'objet même de la loi Eva-Sas qui a été votée en avril 2015. Et puis enfin, je termine en essayant de répondre, mais alors, en ayant tout à fait conscience d'y répondre de manière extrêmement insuffisante, pour faire face à la stagnation des ressources fiscales, au fond, convertir le service public au collaboratif, c'est-à-dire dire comment est-ce que le service public lui-même peut faire face à la stagnation des ressources fiscales en s'appuyant davantage sur la société, sur les associations, sur le service civique et à travers ce qu'on pourrait appeler un service public collaboratif. On en a eu un petit exemple après les attentats de Charlie Hebdo, quand on a parlé de réserves citoyennes dans les écoles. On voit aussi que la question de la mobilisation des réservistes ou même des simples citoyens dans des tâches d'îlotage, de sécurité, de surveillance de proximité, qui est très développée aux États-Unis. On n'aime pas du tout ça en France, mais on sera peut-être obligé de se poser ce genre de questions et de voir comment faire ce genre de choses. Et il y a sûrement beaucoup d'autres exemples, si on commence à réfléchir sérieusement, où, au fond, on peut imaginer que les services publics s'appuient de plus en plus sur des formes d'engagement bénévoles, collaboratifs, etc. Voilà. Donc pour aller plus loin, vous pouvez lire mon livre. Merci.